les forces intermoléculaires, je vous rappelle que ça comprend les forces d'attraction électrostatique de Van der Waals qui sont de nature dipolaire. Axel, Ouais. Oui. excuse-moi, est-ce que tu peux juste agrandir si c'est possible? Si c'est possible pour toi, tu fais un petit zoom sur chaque question. Merci beaucoup. Bon courage. Donc ça, c'est bon? Bon. Alors, du coup, je vous disais que... Ok, nickel. Alors, du coup, je vous disais que donc, les forces, ouais, alors les forces d'interaction, du coup, ça comprend bien les forces d'interaction intermoléculaires, ça comprend bien donc les forces d'attraction électrostatique donc de Van der Waals et les forces de répulsion, d'accord? Et les forces intramoléculaires, ça comprend les liaisons fortes, donc covalentes, ioniques, métalliques, et les liaisons faibles. Donc c'est vrai, il n'y a pas de souci. Item B, la quantité de gaz dissous dans un liquide dépend de la nature du liquide et du gaz considéré. C'est vrai, c'est la loi de Henry, ok. On vous dit que ça dépend aussi de la surface de contact gaz-liquide, de la pression exercée par le gaz sur le liquide, etc. Donc c'est vrai, il n'y a pas de souci. L'item C, la densité, le degré d'ordre interne et le mouvement sont les trois paramètres de la classification des états de la matière. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Item D, un gaz est supposé parfait s'il vérifie simultanément les 5 lois, ça c'est vrai. Et après, dont la loi d'Avogadro qui stipule qu'à volume constant, la pression est proportionnelle à la température. Alors c'est fou, la loi d'Avogadro, c'est pas ça. Ça, c'est la loi de Gay-Lussac, en fait. La loi d'Avogadro, elle stipule qu'à température et à pression constante, les volumes molaires sont identiques. Et il faut préciser aussi que c'est à température 0 degré Celsius, pression de l'atmosphère, et volume molaire 22,414 litres par mol, un truc comme ça. Donc ça, c'est faux parce que la loi d'Avogadro, c'était pas ça. Ça, c'était la loi de Gay-Lussac. Donc c'est faux, item D. L'état liquide est un état ordonné, décondensé et qui comporte des molécules en mouvement. Alors l'état liquide, il comprend bien des molécules en mouvement, mais par contre, l'état liquide, c'est un état condensé et désordonné. Donc c'était faux parce que de toute façon, il n'y a que l'état solide où les molécules, elles sont statiques et donc, il n'y a pas de souci. De toute façon, décondensé, c'est que les gaz qui sont décondensés et ordonnés, c'est que les solides. Enfin bon, c'était faux. Alors, l'item, la question 2, je veux dire, c'était ACDE. Est-ce que tu peux redire les réponses juste de la 1, s'il te plaît? La 1, c'était ABC. Voilà. Alors, merci. De rien. La question 2, c'était ACDE. Alors, pression et température constantes, une transformation exergonique a lieu lorsque la variation d'enthalpie libre est négative. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Dans le cours, on vous dit bien que quand ΔG, la pression et température constante, est inférieure à 0, le système est exergonique, d'accord? Et on vous dit d'ailleurs que la transformation est spontanée. Quand ΔG est égal à 0, la transformation elle aboutit à un système à l'équilibre, et quand c'est supérieur à 0, la transformation est endergonique. Donc c'est vrai, il n'y a pas de souci. L'enthalpie est la chaleur échangée par le système qui se transforme à température constante. C'est faux, c'est à pression constante. Item C, au cours d'une transformation spontanée et irréversible, il y a création d'entropie et échange des ordres. C'est vrai. Item D, pour calculer le potentiel chimique d'un gaz réel pur, on doit tenir compte des interactions existantes entre les molécules. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Et on vous dit bien cela dans le cours. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous introduit la notion de fugacité, en fait, qui correspond à la pression fictive sous laquelle devrait se trouver le gaz s'il était parfait. Et en fait, le prof dit bien que ça correspond à une pression corrigée pour pouvoir exprimer en fait l'enthalpie libre molaire sur le modèle du gaz parfait. Donc c'est vrai, il n'y a pas de souci. Le potentiel chimique d'un liquide dans une solution diluée à température et pression constante est égal à son enthalpie libre molaire. C'est vrai. En fait, c'est toujours vrai, que ce soit qu'on parle du potentiel chimique d'une solution idéale, du potentiel chimique d'un liquide dans une solution diluée, d'un potentiel chimique d'un solide dans une solution diluée. Bref, un potentiel chimique est toujours égal à l'enthalpie libre molaire, donc c'est vrai, pas de souci. Et du coup, question 2, c'était ACDE. Question 3. Alors, la question 3, c'était BCD. Le phénomène de surfusion correspond à une fusion et donc au passage de l'état solide à l'état liquide. Ben non, c'est faux. La surfusion, elle se produit lorsqu'on passe de l'état liquide à l'état solide. Donc en fait, c'est plus durant une solidification. Donc c'est faux. Et on pourrait penser, du coup, on pourrait se dire surfusion, fusion, mais non, du coup. Item B, une modification d'énergie peut engendrer une transition de phase. Alors c'est vrai, il n'y a pas de souci.
On vous dit dans le cours qu'une transition de phase elle a lieu lorsque l'énergie varie, lorsque la quantité de matière. En fait, c'est une petite variation de pression, de volume, de densité, tout ça. Ça induit une transition de phase. La transition ferromagnétique ne correspond pas à une transition du premier ordre, c'est vrai, c'est une transition du second ordre. On vous cite aussi, il me semble, la condensation de Bose-Einstein. Dans une enceinte fermée, la pression de vapeur saturante d'une espèce sera d'autant plus grande que la température est élevée. C'est vrai, bon, déjà c'est vrai parce que c'est marqué texto dans le cours. Et aussi, je vous rappelle, dans le cours, on traite 2 cas de vaporisation en enceinte fermée à température constante avec l'histoire du piston où on accole le piston donc, sur la surface du liquide. On exerce une force de traction pour exercer un vide en fait. Et vous avez les molécules de gaz qui se vaporisent et une augmentation de la pression jusqu'à atteindre la pression de vapeur saturante. Et vous avez le deuxième cas où on a des genres d'Erlenmeyer, vous voyez ce que je veux dire, des sortes de pots bouchés forcément vu qu'on est en enceinte fermée. Et on augmente progressivement la température et vous voyez bien que ça fait varier la pression de vapeur saturante et qu'elle augmente avec la température. Donc c'est vrai, il n'y a pas de souci. Et item E, d'après la règle des phases établie par Gibbs, lorsque l'on se situe au milieu d'un domaine, la variance d'un corps pur en l'absence de réaction chimique est de 1, c'est faux, c'est 2. Il faut rappeler que la variance, la formule c'est V égale N moins phi plus 2. N c'est toujours égal à 1 parce qu'on s'intéresse uniquement à des corps purs et N c'est le nombre de constituants, donc c'est toujours 1. Et phi, ici, il vaut 1 en fait parce qu'on est au milieu d'un domaine. Donc on a une seule phase, d'accord? Donc on fait 1 moins 1 plus 2, la variance c'est bien 2, donc les thèmes étaient faux. Question 4, c'était ABC. Alors A, l'interprétation des spectres donne notamment des informations sur la géométrie des molécules et les liaisons chimiques qui unissent les atomes de ces molécules. C'est vrai, vous avez une liste dans le cours, on vous dit que ça renseigne sur l'état énergétique des atomes et des molécules qui vont interagir, de l'interaction avec l'environnement, de la nature des phénomènes impliqués dans les transitions énergétiques. Et vous avez une liste et il y avait bien la géométrie des molécules, il n'y a pas de souci. Item B, l'équation de Max Planck édifie la double nature corpusculaire et ondulatoire de l'onde électromagnétique. C'est vrai, l'équation de Planck, c'est quoi? C'est E égale H nu, ou Hc sur lambda, ou HCN. Et donc, E, ça se réfère à l'aspect corpusculaire, vu que c'est l'énergie. Et on vous dit qu'on l'assimile à des paquets de photons, donc c'est l'aspect corpusculaire. La notion ondulatoire, en fait, c'est nu, et la longueur d'onde, en fait, qui se réfère à l'onde, aux caractéristiques ondulatoires. Non, c'est vrai. L'énergie des atomes isolés ne dépend que de leur configuration électronique, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Et item D, alors le nombre d'ondes N d'un rayonnement UV sera moins élevé que celui d'un rayonnement infrarouge. Alors c'est vrai, c'est faux, pardon, c'est faux. Le nombre d'ondes N d'un rayonnement UV, il sera plus énergétique qu'un rayonnement... En fait, les rayonnements UV, ils sont plus énergétiques que les rayonnements infrarouges, vous le savez. Donc s'ils sont plus énergétiques, forcément, ils ont une longueur d'onde plus faible. C'est pareil, dire qu'un rayonnement a une énergie élevée ou une longueur d'onde faible, c'est pareil. Mais du coup, si les rayonnements UV ont une longueur d'onde faible, ils auront forcément un nombre d'ondes élevé, vu que le nombre d'ondes, c'est 1 sur lambda. Donc, vous pouvez répondre comme ça, ou alors utilisez juste l'équation de Planck qui dit que E égale HCN, et donc que N, c'est proportionnel à l'énergie, le nombre d'ondes. Donc, c'est comme vous voulez, mais bon, en tout cas, l'item, il est faux. Les rayonnements UV ont un nombre d'ondes plus élevé qu'un rayonnement infrarouge. Item E, selon la règle de Kapcha, l'émission des photons de fluorescence s'effectue à partir du niveau de vibration le plus élevé d'un état excité. Et ça, c'est faux, c'est à partir du niveau le plus faible, en fait, le plus bas. Quand vous vous rappelez, quand on a une absorption de photons, qu'on arrive par exemple à un état vibrationnel V3 ou V2, avant l'émission de photons, il faut absolument qu'on soit redescendu à l'état vibrationnel V2. Donc, on passe d'abord de l'état vibrationnel V2 à V0, par exemple, et après, on peut émettre le photon. Donc, on a bien une relaxation vibrationnelle qui, d'ailleurs, est non radiative. Donc, c'est faux, et donc, c'est bien à partir de l'état le plus faible, à partir du niveau de vibration le plus faible. Donc voilà, question 4, c'était ABC. Je sais pas si je l'avais dit. Alors, question 5. Question 5, c'était ABCE. Les rayonnements émis par luminescence sont plus énergétiques que ceux émis par incandescence. C'est vrai. En phosphorescence, la relaxation vibrationnelle et la conversion intersystème ne sont pas des processus radiatifs. C'est vrai. Il n'y a pas d'émission de photons, donc ce n'est pas des processus radiatifs.
La cohérence spatiale est liée à l'homogénéité du milieu émetteur. C'est vrai, on vous dit que plus le milieu est homogène, plus la cohérence sera élevée. C'est pour ça qu'on utilise majoritairement des gaz. La phosphorescence, c'est un état de fluorescence retardée et pas précipité, donc c'est faux. Et le principe d'Heisenberg et l'effet Doppler sont les principales causes de la dispersion des fréquences. C'est vrai, c'est du cours, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Question 6, c'était BCDE. Alors, item A, lorsqu'un atome se désexcite en regagnant l'état fondamental par résonance, la lumière est incohérente, c'est une émission stimulée, c'est faux, c'est une émission spontanée. Hein. C'est une émission spontanée. Je vous rappelle que pendant l'émission spontanée, on a une lumière incohérente, en fait, on n'a aucune relation de phase entre les photons, alors que lors d'une émission stimulée, on a un photon stimulant qui est rigoureusement en phase avec un photon stimulé, on aboutit à une lumière cohérente. Donc là, ce qui était faux dans l'item, c'est que c'était une émission spontanée et pas stimulée. Item B. En phosphorescence, l'état singulier S1 se situe à un niveau d'énergie supérieur par rapport au niveau triplet T1. C'est vrai. L'état triplet T1, il est à un niveau plus bas que l'état singulier S1. Donc, c'est vrai. Lors de l'inversion de population, un pompage optique entraînera le plus souvent une émission de type photoluminescence. Mais c'est vrai. En fait, je vous rappelle que pour l'excitation, vous avez soit une décharge électrique, donc c'est un pompage électrique en fait avec une émission de type électroluminescence, soit une excitation à partir de photons, c'est un pompage optique, donc émission de type photoluminescence, ou soit on excite avec une réaction chimique. Donc voilà, bon bref, c'était vrai. L'affluence peut être exprimée en joules mètre-2 secondes. Alors c'est vrai, vous savez, on vous dit dans le cours que l'affluence, c'est l'irradiance multipliée par la durée d'émission. Et l'irradiance, c'est en watts par mètre carré. Donc, non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je raconte? L'affluence, c'est... ouais, c'est ça. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est bon. Parce qu'en fait, on vous dit que l'irradiance, c'est l'affluence par la durée d'émission. Donc, vous pouviez répondre juste avec ça. Ou alors, vu que vous savez que les watts, c'est des joules par seconde, ben vous en déduisez que les joules, c'est des watts secondes. Mais enfin bref, juste avec le cours, en sachant que l'irradiance, c'est l'affluence fois la durée d'émission et qu'une durée, c'est toujours en secondes, ben, on pouvait répondre. Et item E, l'effet électromécanique du laser Nd:YAG induit la propagation du nombre de chocs qui sera à l'origine de l'effet destructif du laser au niveau du tissu. C'est vrai, on vous dit que le Nd:YAG, c'est utilisé en ophtalmologie d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, c'est vrai. Une solution électrolytique de... Alors, item 6, c'était... Juste, ouais. j'ai une question moi, pour la question 6, parce que dans le cours, vu que c'est écrit en joules par mètre moins 2, dans le concours, vu que c'est considéré comme juste Alors, la seconde, je suis désolée, ça a coupé, j'ai pas entendu ce que tu as dit du coup. dans le cours, vu que c'est écrit en joules par mètre moins 2, est-ce que si Ouais. il y a quand même la seconde et qu'ils nous mettent la seconde pendant le cours, est-ce que c'est juste? Parce que, Mais en fait, c'est l'irradiance, il je vous mets faut, moins de... Attends, en fait, il y a tout qui coupe. Attends, je prends le cours si tu veux. Mais Mais l'irradiance, c'est watts par mètre moins 2, non? Oui, c'est ça, l'irradiance, c'est watts par mètre moins 2, l'affluence, c'est joules par mètre moins 2. Mais du coup, pourquoi là, il y a un S? attends, je regarde. Hein. parce que là, j'ai le cours sous les yeux, je suis en train de regarder, et il y a écrit, c'est bien l'irradiance fois la durée d'émission, mais c'est écrit en joules par mètre, Attendez. Hein. par mètre carré en plus, pas mètre moins 2. Mais C'est après, pas moins 2, que tu c'est... mettes 1 mètre carré ou mètre moins 2, c'est pareil. Mais attends, hein, je prends le cours. Attendez, hein, laser. Alors, l'irradiance, bon, attendez, l'affluence, c'est l'irradiance fois la durée d'émission. Ah merde, attendez, c'est des watts, mètre moins 2, c'est watts
C'est watts mètre moins 2 secondes. Oui, du coup, elle est fausse. Ouais, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'était watts mètre moins 2 secondes. Donc voilà. Donc item 6, question 6, du coup, c'était BCE. Alors, question 7, c'était ABCE. Mais Alors, du coup, si on met mètre en 2 et mètre pareil, ben, c'est encore, en fait, je suis désolée, ça a encore coupé. Tu m'as dit si on met mètre moins 2 ou quoi? Sinon, marque dans le mètre chat. carré, c'est pareil? Ben, que tu dises mètre moins 2 Ouais. ou par mètre carré, c'est pareil. Tu vois ou pas? Ah Parce ouais. que tu dises, tu vois? Ouais, Que tu mettes je vois. la puissance pour mètre moins 2 ou tu divises par des mètres carrés, c'est pareil. Ok. Donc voilà, Ah ouais, ça va, merci. mais de rien. Alors, question 7, c'était ABCE. Alors, une solution électrolytique de NaCl est classée dans les solutions micromoléculaires, c'est vrai. Les solutions micromoléculaires, c'est les solutions qui contiennent quelques dizaines d'atomes. On vous parle des solutions d'urée, de glucose et de NaCl, donc c'est vrai. L'osmolarité est reliée à la molarité par I, le facteur de Van 't Hoff, c'est vrai. La masse molaire est la grandeur la plus utilisée en thermodynamique des solutions. C'est faux, c'est la fraction molaire. Ben, donc c'est pas ABCE. C'est vrai. C'est C'est AB. faux, c'est pas ABCE, du coup, c'est ABE. Et la D, la concentration molale, correspond au rapport du nombre de moles de soluté. Attendez, du coup, je note que ouais, c'est ABE. La concentration molale, du coup, correspond au rapport du nombre de moles de soluté divisé par la masse de solvant. C'est faux, c'est pas solution, c'est solvant. La concentration molale, c'est N sur M0. Donc, c'est faux. Le soluté d'une suspension ne sédimente pas en raison de l'agitation thermique des molécules de solvant. C'est vrai. Ça veut dire quoi, ne sédimente pas? Ça veut dire qu'en gros, ça va pas en dessous, ça se dépose pas dans ton récipient, en gros. Ça reste comment dire, ça reste en suspension, quoi. Ça se dépose pas au fond du récipient. Ok. Question 8, c'était ACDE. Alors, lorsqu'on verse du colorant bleu dans de l'eau, le mélange devient homogène grâce à un phénomène d'agitation moléculaire. C'est vrai. L'état liquide est un état cohérent, non dispensé, qui a donc une forme. 8, c'était ACDE, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc, l'item B, il est faux parce que c'est un état cohérent, mais sans forme propre. Une membrane dialysante contient des pores suffisamment gros pour laisser passer les petites molécules, c'est vrai. Et pour l'item D, je vais prendre carrément la correction, comme ça vous voyez les calculs, vu que l'autre fois ça n'avait pas marché. Là, vous voyez toujours le sujet ou vous voyez la correction? Le sujet. Ok. Ouais, normalement, là, vous voyez la correction, non? Ouais, c'est bon. Ok. Ok, alors pour la question 8D, alors il y avait deux méthodes. Vu qu'on cherche le nombre de molécules actives, donc le nombre d'osmoles, on cherche l'osmolarité, on sait que c'est I fois la molarité. La molarité, on l'a, dans mon exemple, c'était 2 millimoles. Donc on cherche I, on sait que I c'est 1 moins alpha plus alpha P. Et P, ça vaudra toujours 2, vu qu'on a toujours deux ions qui sont formés. Et on a alpha qui vaut 0,5. Donc I c'est 1 moins 0,5 plus 0,5 fois 2. À l'arrivée, I c'est 1,5. Donc, on a I, on a la molarité, mais on cherche l'osmolarité. Donc, on fait I fois la molarité. On a 2 millimoles d'électrolytes faibles. Donc, le nombre d'osmoles vaudra 3 milliosmoles, vu qu'on fait 2 fois 1,5. Et sinon, avec la théorie d'Arrhenius, vous avez à l'équilibre la quantité de moles. Il suffit juste d'additionner la ligne du bas.
Donc, on fait 1 moins alpha n, 1 moins alpha n, alpha n, alpha n. Donc, à l'arrivée, ça fait 1 plus 1 plus 1, et on a bien 3 milliosmoles. Donc, l'item était vrai. Cette question-là, elle tombe souvent au concours? Ouais, elle est déjà tombée. Hein. Ah. Mais t'as du mal avec ça? Ouais, j'y arrive pas trop avec ce calcul. À chaque fois, je comprends pas. Enfin, je comprends, mais je sais jamais quand faut le faire pendant le truc. Ben, en général, on te dit, par exemple, on te dit, on te met comme je t'ai dit, tu vois, on cherche le nombre de molécules actives ou le nombre d'osmoles, et donc on te donne la molarité, et tu dois à l'arrivée trouver la molarité. Donc le plus simple, c'est d'utiliser avec I, tu appliques juste la formule avec alpha et P, et après tu multiplies ton I fois le nombre de moles que tu as au départ, tu vois. Enfin, la première méthode, je pense qu'elle est plus simple que la deuxième. Après, je pense qu'il faut. Il est tout le temps égal, oui, tout le temps égal à 2. En fait, c'est P qui vaut toujours 2 parce que P, c'est ton nombre d'ions. Ouais. Et donc, tu as juste à remplacer ton coefficient de dissociation, alpha qu'on te donne toujours, et P dans la formule. Et après, tu multiplies I par ton nombre Ok. de moles, enfin ta concentration molaire. Du coup, je vais repartir sur le sujet. Merci. Mais de rien. Alors, j'étais à la question 8. Alors, E, les gaz ont une perméabilité très forte à travers la bicouche lipidique, c'est vrai. Question 9, c'était AD. Alors, le débit de diffusion modélisé. Excuse-moi, Ouais. juste, est-ce que tu peux répéter les réponses de la 8? Ouais, la 8, Enfin, juste c'est ACDE. ACD, ok. De rien. Alors, la question 9, c'était AD. Le débit de diffusion modélisé par la loi de Fick et noté J, il est aussi appelé débit molaire ou transfert molaire de soluté, c'est vrai. La loi de Pfeffer-Venthoff, la 9, c'était AD, hein, la 9, je ne sais pas si j'ai dit. La loi de Pfeffer-Venthoff n'est applicable uniquement si on est dans le cas d'une membrane dialysante. C'est faux, c'est une membrane semi-perméable. Dans le cas d'une molécule sphérique, son coefficient de friction sera inversement proportionnel au rayon R de la molécule. C'est faux, c'est proportionnel. F, c'est 6 pi eta RV. Donc R, c'est bien proportionnel à F, à petit f. Une augmentation de la pression hydrostatique peut être due à une vasodilatation artérielle. C'est vrai. L'efficacité d'une dialyse ne dépend pas du débit sanguin du filtre. Si, ça dépend. On vous dit que ça dépend de la durée de la séance, du débit sanguin, de la surface du filtre, du débit du dialysat, etc. Donc, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Enfin, c'est faux, ça dépend, je veux dire, c'est faux. Question 10, c'était BDE. Alors, les organismes acidophiles se sont adaptés à des pH très élevés. C'est faux, c'est des pH très faibles. Les bactéries thermophiles sont retrouvées au niveau de la profondeur des océans, notamment au niveau des cheminées hydrothermales. C'est vrai. Les organismes alcalinophiles ont un pH optimal de croissance supérieur à 10, pas à 13. Les asiques sont des récepteurs qui détectent la présence de protons. Ils sont activés lorsque le pH diminue en dessous de 5,5. C'est vrai. Une surconsommation de soda est un facteur de risque de l'érosion dentaire. C'est vrai. Donc, question 10, c'était BDE. Question 11, c'était BC. Le pH du liquide céphalorachidien est supérieur à celui du sang. C'est faux, c'est inférieur. Le pH du LCR, c'est 7,33. Item B. Un milieu est tamponné si malgré l'ajout de base ou d'acide, le pH reste constant. C'est vrai. Une anomalie de pH peut être détectée lors d'une gazométrie. C'est vrai. Lorsque l'organisme fait face à une agression acide, les reins entrent en jeu au bout de quelques minutes. C'est faux, c'est quelques heures. Quelques minutes, c'est les poumons. Et les 3/4 des protons sont éliminés par le rein sous forme d'ammoniac. C'est faux. Ammoniac, c'est NH3. Et les protons, ils sont éliminés sous forme d'NH4+. Alors, du coup, là, c'est BC. Question 11, c'était BC, ouais. Question 12. Interprétez cette gazométrie. Alors, PaCO2, 60 mm de mercure, pH 7,36, HCO3-, 31 mmol. Ah, nous sommes dans le cas d'une acidose décompensée. C'est faux. On est dans le cas d'une acidose compensée, vu qu'on a une acidose respiratoire avec la PaCO2 qui est très élevée, 60. Donc, on est au-dessus de 40. Hein. Et elle est compensée par les bicarbonates qui sont élevés.
d'accord? Et on est à un pH 7,36, donc on est bien compensé. Donc c'est faux. On est dans le cas d'une acidose mixte, c'est faux, c'est une acidose compensée. On est dans le cas d'une acidose respiratoire avec compensation métabolique, c'est vrai. Là, c'est vrai. La concentration en bicarbonate est élevée, bah oui, 31 millimoles, c'est plutôt élevé. Et le patient souffre d'une hypocapnie, c'est faux, c'est une hypercapnie, vu qu'on a beaucoup de PaCO2, 60 mm de mercure. Et donc, on a beaucoup de CO2, quoi. Donc, c'est une hypercapnie ou une hypoventilation, c'est pareil. Donc, la question 12, c'était CD. Attends, juste, j'ai pas trop compris pourquoi c'était pas décompensé. Parce que du coup, HCO3-, enfin, oui, c'est ça, HCO3-, c'est élevé, c'est pas compris entre. Justement, les HCO3-, justement, les bicarbonates, ils sont élevés pour compenser l'acidité du CO2. Mais c'est pas justement quand le métabolisme, du coup, il est normal, genre ça compense. En fait, tu es compensé déjà quand tu as un pH entre 7,35 et 7,45. Quand ton pH il est trop acide ou trop basique, on est décompensé. Et justement, tu es décompensé si par exemple tu as une PaCO2 qui est trop élevée et tes bicarbonates qui restent faibles et qui du coup ne compenseront pas le pH. Là, le fait justement que tes bicarbonates soient élevés, ils te compensent ton pH en fait. Et tu arrives à rester quand même dans une norme à peu près. Ok, parce qu'en fait, moi, oui, parce que du coup, je confonds en fait mixte et décompensé. Mixte, justement, c'est quand, si tu as vu les PaCO2 très élevés, donc qui donnent un pH acide, et des bicarbonates très faibles, là, tu aurais été dans le cas d'une acidose mixte parce que tu n'as aucun système de compensation et tu as les deux systèmes, en fait, qui sont acides, tu vois. Tu comprends? Alors que là, justement, tu es compensé parce que même si tu as la PaCO2 qui est élevée, bah, tu as les HCO3- qui sont élevés pour compenser, justement. C'est un système de régulation, en fait. Quand tu as une... Tu as compris? Oui, c'est bon, je compris. Bon, ça va. Merci. Pas de rien. Juste une question. Du coup, dans la 12, on est en hypercapnie, là. Exactement. Vu que la 31. Et ça, c'est par rapport au CO2. Exactement. Oh, ok. Hypocapnie, c'est pas beaucoup de CO2. Hypercapnie, beaucoup de CO2. Ok, merci beaucoup. J'ai une question, moi aussi. Ouais. La prof, elle a élargi entre 7,35 et 7,45. Du coup, 7,36, logiquement, ce serait pas une acidose, si. Ah si, dès que tu es en dessous de 7,4, tu es en acidose. Et quand tu es entre 7,35 et 7,45, tu es compensé. En dessous de 7,35 ou au-dessus de 7,45, tu es décompensé. Ok, ça va. Donc entre 7,35 et 7,4, tu es compensé. Ça va, ok. Ça va? Question 13, c'était ABCDE. Alors, la teneur en eau de l'organisme a tendance à diminuer lorsque l'on prend de l'âge. C'est vrai. Le liquide interstitiel correspond à 15% du poids corporel. C'est vrai. On considère généralement que le plasma et la lymphe font partie d'un même compartiment. C'est vrai. Je vous rappelle que le plasma et la lymphe, ils ont à peu près la même composition. Et je vous rappelle que les vaisseaux lymphatiques, ils se jettent dans les vaisseaux sanguins, dans les veines notamment. On vous dit que, bon, en UE5, vous savez, parce que vous savez que le système lymphatique, il est en dérivation du système veineux. Bon, bref. Bon, en tout cas, c'est vrai. Si on perfuse de grandes quantités de solutions hypotoniques au plasma à un patient, cela induira une hyperhydratation intracellulaire et extracellulaire. Cela pourra entraîner comme conséquence une hypertension, un œdème cérébral pour aller jusqu'au coma. Alors c'est vrai. En fait, quand on perfuse, donc vous envoyez dans les veines, vous faites une perfusion d'une solution hypotonique, donc vous envoyez limite que du solvant, limite que de l'eau et un peu de soluté, une solution très très diluée, d'accord? Donc on va avoir une hyperhydratation extracellulaire parce que dans le plasma, on aura beaucoup d'eau, ok, mais on aura aussi une hyperhydratation intracellulaire parce qu'on aura l'eau qui rentrera dans les cellules en fait, parce que l'eau est toujours attirée vers le compartiment le plus concentré. Donc on aura de l'eau qui se rendra dans les cellules, dans les hématies, tout ça. Alors que si on avait perfusé des grandes quantités d'une solution hypertonique, là on aurait eu une hyperhydratation extracellulaire, mais on aurait eu une déshydratation intracellulaire parce que l'eau des cellules serait sortie dans le compartiment plasmatique pour aller diluer la solution hypertonique. Mais là, bon, pour l'item, on est dans une solution hypotonique, donc c'est bien une hyperhydratation intracellulaire et extracellulaire, donc c'est vrai, il n'y a pas de souci. Item E, une perfusion isotonique au plasma. Moi, j'ai pas compris pourquoi hypotonique, ça induit une hypertension. Parce que en fait, quand il y a beaucoup, en fait, c'est juste que quand tu perfuses de grandes quantités d'eau dans tes
dans tes vaisseaux, tu as une augmentation du volume, donc tu as une hypertension. Et hypotonique, ça veut dire on perfuse de l'eau? Ouais, ça veut dire une solution moins diluée que le plasma. Ok. En fait, quand tu dis hypotonique ou hypertonique, c'est toujours par rapport à quelque chose. Donc, une solution hypotonique par rapport au plasma, c'est plus dilué que le plasma. Concentration plus faible. Hypertonique, c'est plus concentré. Tu vois? Ok. Voilà. Mais on n'a pas une hyperhydratation extracellulaire et intracellulaire, on a une déshydratation. Enfin, c'est pas inversé à chaque fois. Non, en fait, quand tu as une solution hypotonique, tu as une hyperhydratation intra- et extracellulaire, alors que quand tu as une solution hypertonique, là, tu as une hydratation extracellulaire, mais une déshydratation intracellulaire, parce que tu as toute l'eau qui va sortir des cellules pour aller diluer le compartiment plasmatique. Ok, d'accord. Bon, si tu veux, si tu n'as pas trop compris, on reprendra ça après, parce que là, il y a Elsa qui va arriver pour faire la suite. Mais de toute façon, je vous le dis, si vous avez des trucs que vous ne comprenez pas, c'est des thèmes qui ne sont pas clairs, bon, moi j'ai tout l'après-midi pour reprendre ça. C'est juste qu'il y a Elsa qui arrive dans 5 minutes, donc j'accélère. Mais sinon, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez vos messages tout l'après-midi s'il y a des trucs pour reprendre, il n'y a pas de souci. Donc la question 13, c'était ABCDE. Voilà. La question 14. Oui. La E, s'il te plaît. Excuse-moi, La j'ai pas entendu. Je ne sais pas si tu as Pardon. corrigé. La E, elle est vraie. Une perfusion isotonique au plasma n'entraîne aucun effet sur les globules rouges. Quand on a une perfusion, on a une dilution de l'hématocrite. Donc, du coup, l'hématocrite il diminue. On a un effet sur les globules rouges. Non, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça ne diminue pas. Tu n'as pas une rétraction ou une dilatation des globules rouges parce qu'au final, le système extracellulaire, il va être, vu qu'il est isotonique au plasma, tu ne vas pas avoir. Tu vois? Comment? Mais les globules rouges, ils vont être dilués. Ils vont être dilués, mais enfin, non, parce que si tu envoies une perfusion qui a la même concentration que le plasma. Ah non, si tu envoies une perfusion de 3 litres dans le sang, l'hématocrite, il est dilué. On s'en fout, tant que non, mais on te parle pas on te parle pas du taux de globules rouges, on te dit de on parle de globules rouges. Aucun effet sur les globules rouges. Mais on est sur les globules rouges. Si tu as un solvant, tu envoies une perfusion qui est identique au plasma. Tu n'auras ni une rétraction des globules rouges, ni une dilatation des globules rouges. Tes globules rouges, ils vont rester identiques. Ça n'aura pas d'effet sur un globule rouge. Oui, d'accord, la forme du globule rouge. Mais on peut pas dire aucun effet sur les globules rouges. Les globules rouges du sang, ils vont être dilués, la concentration, elle va être diminuée. Je dis pas, il y aura une concentration identique en globules rouges. Je dis ça n'aura aucun effet sur les globules rouges. Les globules rouges ne changent pas, ils sont toujours identiques. Ni il y a une hémolyse, comme dans le cas d'une perfusion hypotonique, ni ils se rétractent, comme dans le cas d'une perfusion hypertonique. Donc il n'y a pas d'effet sur les globules rouges. Ils ne changent pas, ils restent identiques, tes globules rouges. Donc voilà, question 14, c'était CD. Alors, le fan a un effet hypertenseur, c'est faux, c'est hypotenseur. Le fan, il fait pisser, donc du coup, vous avez une inhibition de la réabsorption du sodium, le sodium qui va être éliminé dans les urines, et l'eau suit le sel. Donc, vous avez une diminution de la pression artérielle avec l'activation du fan. Donc, item A, c'était faux. Une augmentation de l'osmolarité plasmatique induira une augmentation de la sensation de soif, mais une diminution de la sécrétion d'ADH. Ça, c'est faux. Quand vous avez une augmentation de l'osmolarité plasmatique, on aura une augmentation de la sensation de soif, mais forcément une augmentation de l'ADH, vu que l'ADH, elle va diluer justement les vaisseaux sanguins, en gros. Quand on a un excédent d'osmolarité, on a bien une augmentation de la soif et de la sécrétion d'ADH. Item C, une baisse de la pression artérielle aura pour conséquence d'activer le système nerveux autonome et d'inhiber le fan. C'est vrai, parce que si vous avez une diminution de la pression artérielle, le système nerveux autonome va induire une vasoconstriction et on va bien inhiber le fan, vu que le fan, il a un effet hypotenseur. Item D, le frisson permet de réguler la température corporelle en produisant de la chaleur, c'est vrai. Et item E, l'ADH est synthétisé par l'antéhypophyse, c'est faux, c'est l'hypothalamus, mais elle est bien stockée par contre dans la post-hypophyse. Donc question 14, c'était CD. Et item 15, c'était E. Alors, la force est une grandeur physique ayant un sens, une intensité, une direction, pas de tension, pas du tout. Mais par contre, il y a bien un point d'application, donc c'est faux. Donc l'item A est faux. L'énergie et la force en même dimension, c'est faux.
Et c'est l'énergie et le travail qui ont même dimension, c'est M, L carré T-2, et la force, c'est ML T-2, donc rien à voir. La densité s'exprime en kilogrammes par mètre cube. C'est faux, c'est la masse volumique. La densité, elle n'a pas de dimension ni d'unité. Et l'item D, pour les solides et liquides, le corps de référence est l'eau. Il n'est pas nécessaire de préciser la température, contrairement au gaz. C'est faux, la température, on la précise. La pression qu'on ne précise pas, vu que les liquides et les solides sont incompressibles. Et item E, la viscosité relative n'a pas de dimension ni d'unité. Cette dernière est fréquemment utilisée car elle est beaucoup plus facile à mesurer par rapport au coefficient de viscosité absolu. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est terminé. Donc je pense qu'Elsa qui va prendre le relais. Moi, si vous avez des questions, après, vous n'hésitez pas à me les envoyer. Ou même, je ne sais pas, si vous êtes stressé ou quoi, si vous avez besoin d'être rassuré, je ne sais pas. Vous m'envoyez des messages, il n'y a aucun souci. Je suis dispo. Et Ouais. ouais. Tu peux répéter la 15, c'était lesquels les items de juste? La 15, Ouais, c'était juste eux. ok, top. Et la 9, c'était lesquels? La 9, Ouais. tu m'as dit, je remonte, attends. Ah bon, ben voilà. La 9, c'était AD. La 9. C'est comment? J'ai pas Merci. entendu. Ah, peut-être c'est bon? Ouais, C'est ouais, bon? c'est bon, merci. Ok, ça va. Ben nickel. Ben du coup, voilà, c'est terminé. Ben, bonne fin de correction avec Elsa. Je vais prendre la suite de la correction. Vous êtes prêts? Alors attendez, Est-ce que je peux enlever ton partage? De toute façon, je quitte, donc... Attends, comment je fais? Ouais, c'est bon. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est OK, vous voyez? Oui. Ouais. OK, super. Alors, attendez. Alors, voilà, je vais vous faire la correction de ces dernières questions. Est-ce que ça a été ou pas? Ouais, ça va. OK. Bon, Ouais, alors, ça va. je vais juste vous faire la correction, vous donner toute la correction. Si vous avez des questions, je vais vous inviter à m'envoyer un message, car en fait, je ne pensais pas qu'elle allait prendre autant de temps et à 14h30, j'ai un cours. Donc, je vais vous faire la correction. Si par contre, il y a un item faux que j'ai mis vrai ou inversement, vous n'hésitez pas à me le dire. Et puis, je vous donne mon numéro de téléphone. Si vous avez une question, vous m'appelez, vous m'envoyez un message et je vous explique, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer. Donc, parmi les propositions suivantes concernant les liquides, lequel sont exacts? Donc là, les réponses étaient BE, donc c'est du court. Ils sont compressibles, ils sont incompressibles. Ce sont des milieux sans rigidité, c'est vrai. Ils ont une structure ordonnée, c'est faux. Ils sont extensibles, c'est faux. Et ils possèdent une surface libre, c'est vrai. Extensibles, ce sont les cases. Donc ensuite, on passe à la question 17. Parmi les propositions suivantes concernant les fluides, laquelle ou lesquelles sont exactes? Les réponses étaient A, D. Donc, il faut faire gaffe. Donc, la A, elle était bonne. Dans une conduite horizontale, lors d'un écoulement d'un fluide parfait et incompressible, les molécules sont parallèles à l'axe central de l'écoulement et possèdent des vitesses égales. Donc, c'est vrai. Le tube de Pitot, il est constitué de 2 tubes, mais qui ne sont pas tous les 2 coudés. Il y en a un qui est coudé et un autre non. Ça tombe tout le temps en anal. La mesure de la vitesse d'écoulement d'un fluide parfait en régime stationnaire à l'aide d'un tube de Pitot est réalisée en mesurant la différence du niveau de liquide entre les 2 canules coudées. Donc là, c'est encore faux. Ce n'est pas les 2 qui sont coudés. Constituant le tube de Pitot, qui était faux. Donc, qui étaient les 2 canules coudées. Ensuite, la D, elle est vraie. Dans le tube de Venturi, c'est bien la pression cinétique qui augmente lors du rétrécissement. Et la pression statique augmente. Non, elle n'augmente pas, elle diminue. Une question. Oui. Pour la C, s'ils avaient mis une coudée et pas coudée, ça aurait été juste le reste de la phrase? Oui, oui. Ok. Alors, j'espère que c'est OK. On passe à la suivante. Donc, juste, tu peux répéter lesquels? C'était ADE? Attends, juste, ça a bugué, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. C'était ADE? Non, AD. AD, la E, elle est fausse. Ok, merci. Alors, question 18. Les réponses étaient C, D, E. Si vous voulez, je vous les écris là à côté. C, D, E.
Donc, la force électrostatique entre deux charges fixes négatives ponctuelles augmente quand ces charges s'éloignent l'une de l'autre. C'est faux, elle n'augmente pas, mais elle diminue. La loi de Coulomb, force électrostatique est inversement proportionnelle au produit des deux charges. C'est faux aussi. Ce n'est pas proportionnel, mais c'est proportionnel au produit des deux charges. On a Q1 et Q2 qui est au-dessus de la force. C'est le champ électrostatique par une charge fixe ponctuelle au carré de la distance entre cette charge et le point, c'est vrai. La charge 1 sur epsilon 0. Et un champ électrostatique est orienté dans le sens des potentiels décroissants. C'est vrai, c'est le potentiel V décroissant. Dans le cours, il y a tout le temps écrit V décroissant, V décroissant. Donc, c'était bien. Les réponses, C, D, E. Question 19. Les réponses sont C, D. Donc, alors, dans local, la densité du courant est égale au produit de la résistivité de la Allô, Elsa? On n'entend pas très bien. Elsa, tu bugs un peu. Ah. Attendez. Vous m'entendez ou pas? Là, c'est bon. Bon, alors, on va continuer. Vous me dites. Donc, d'après la loi d'Ohm locale, la densité de courant est égale au produit de la résistivité et de la vitesse des charges. C'est quoi qu'il faut? C'est pas résistivité. Non, c'est pas résistivité, c'est quoi? C'est pas les charges, NQ fois V, ou sinon c'est la conductivité fois l'énergie. Conductivité. Ensuite, question B. Donc, la résistivité est indépendante de la conductivité. C'est faux. Elle est dépendante puisque c'est l'inverse. L'une dépend de l'autre. La C, elle était vraie. Suivant la loi des nœuds de Kirchhoff, la somme des intensités des courants qui entrent dans le nœud est égale à la somme des courants qui en sortent. C'est vrai. La D, dans un circuit électrique, la puissance électrique consommée est égale au produit de la tension et de l'intensité du courant. C'est vrai aussi. Et la E, dans le cas des conducteurs ohmiques, la puissance est égale au produit de la résistance et de l'intensité du courant. C'est faux, ce n'est pas l'intensité du courant électrique. Il faut regarder la formule, il faut faire gaffe, ce n'est pas l'intensité du courant électrique. Alors, donc les réponses étaient bien C, D. Question 20. Parmi les propositions suivantes concernant le potentiel de membrane. Donc alors, potentiel de membrane, là, les réponses étaient A, C. Donc alors, le transfert diffusif d'un composé est lié à son gradient de concentration, c'est vrai. L'ion responsable d'une DDP, donc delta V, impose un potentiel du signe de sa charge du côté où il est le plus concentré et pas le moins concentré. Item C, l'ion qui subit une DDP s'accumule en plus grande concentration du côté où le potentiel est de signe opposé à sa charge, c'est vrai. Item D, l'effet donnant est observable au niveau des parois vasculaires. En effet, la différence de composition en électrolytes entre le plasma et le secteur interstitiel s'explique par la présence de protéines qui sont ionisées dans le plasma et pas des protéines qui sont non ionisées. Et enfin, l'effet donnant ne modifie pas la pression osmotique. C'est faux, bien sûr que oui, ça modifie. Alors, question 21, réponse C. Parmi les propositions suivantes concernant le potentiel de diffusion ionique. Donc alors, il reflète un état d'équilibre. C'est faux, c'est de non-équilibre, puisque ça tend ça fait que bouger en fait. Il n'y a pas d'équilibre qui se crée. Il ne dépend pas de la perméabilité de la membrane aux ions, bien sûr que oui, puisque si ça ne dépendrait pas de la membrane, enfin c'est obligé que ça dépende de la perméabilité de la membrane aux ions, parce que les ions, ils sont toujours
entre deux compartiments avec une membrane au milieu. Donc, la membrane, elle a une perméabilité en fonction du calcium, du potassium, du sodium, etc. Donc, ça dépend de la perméabilité de la membrane aux ions. Et la perméabilité, elle est comprise dans la formule, dans la relation de Goldman qui est après. Ensuite, C, il dépend du gradient de concentration des ions, c'est vrai. Il est donné par l'équation de Nernst, non, c'est la relation de Goldman. Et il est indépendant de la température, c'est faux. Dans la relation de Goldman, il y a bien la température qui intervient. C'est quoi pour l'équation de Nernst? C'est le potentiel de repos? L'équation de Nernst, faut que je vérifie. Tu veux que je vérifie? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Ok, alors attends. Hop. C'est pour le potentiel d'équilibre ionique qu'on a l'équation de Nernst. C'est lorsque on a deux concentrations des ions avec une différence de potentiel. Ça va nous donner c'est l'équation de Nernst qui s'applique ici. Donc, c'est le potentiel d'équilibre d'un ion. C'est pas du tout le potentiel de diffusion unique. Ok, merci. Alors, on passe à la 22. La 22, les questions et la réponse A, D et E. Donc, au repos, une stimulation liminaire ou supraliminaire entraîne un potentiel d'action, c'est vrai, c'est la définition. Le potentiel membranaire de repos est une caractéristique spécifique des cellules excitables uniquement, c'est faux. C'est dans toutes les cellules, pas que dans les cellules excitables, donc pas que dans les neurones, etc. Le potentiel membranaire de repos est la conséquence de l'électronégativité de la membrane. Donc, c'est faux, ce n'est pas l'électronégativité de la membrane. On sait que la membrane, elle est à la fois plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. Donc, elle est chargée positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur. Donc, elle n'est pas négative, mais elle est neutre, puisqu'on a à la fois des charges positives et à la charge négative à l'intérieur. Donc, c'est la conséquence de l'électroneutralité de la membrane. L'aérobase est le seuil d'intensité minimale pour déclencher un potentiel d'action neuronale, quelle que soit la durée de stimulation électrique. C'est vrai. Il faut faire gaffe, il fait confondre avec une autre définition dans le cours qui fait intervenir la durée. Et enfin, la E, l'apparition d'un potentiel d'action neuronale par stimulation électrique est plus rapide quand l'intensité est élevée. C'est vrai. Plus l'intensité est élevée, plus l'apparition du potentiel neuronal va être élevée, puisque l'intensité va faire que les canaux sodium vont d'abord s'ouvrir, ils vont beaucoup plus s'ouvrir, ils vont s'ouvrir plus rapidement, et du coup, après, on va avoir les canaux potassium qui vont D'abord, les canaux sodium qui vont se fermer, ensuite les canaux potassium qui vont se fermer. J'ai une question. Oui. Dans le cours, ils disent que le potentiel membranaire, il est responsable de l'inégalité des charges, et que c'est le potentiel des ions diffusés qui est responsable de l'électroneutralité. Le potentiel membranaire de repos, en fait, c'est quand tu as une membrane, les ions ils vont diffuser autour de cette membrane, puisqu'on sait qu'il y a plus de calcium à l'extérieur, de sodium à l'extérieur et de chlore à l'extérieur. Et ensuite, on a le potassium qui est à l'intérieur. Quand on met ces ions-là au bon endroit avec la membrane, ils vont diffuser normalement. Et cette diffusion va faire qu'on va avoir que la membrane ne sera plus polarisée, en fait. Il va y avoir un équilibre, elle sera plus polarisée. En fait, il va y avoir des canaux, c'est pour ça qu'on a des canaux sodium, donc c'est actif, qui vont permettre de maintenir la membrane et d'avoir une électroneutralité, c'est-à-dire avec les plus à l'extérieur, de maintenir les plus à l'extérieur et de maintenir les moins à l'intérieur. Ok. Voilà. Et pour la D, il ne faut pas que la durée soit longue. Il me semble pas. Je vais vérifier. La durée. Hein. C'est quelle que soit la durée, non? Ouais, c'est quelle que soit la durée. Ok. Je me rappelle, on avait fait un QCM, mais ils avaient mis que c'était faux parce qu'il fallait que la durée soit longue. Bon, alors, ça, c'est à vérifier. Je vais le mettre en... Je vérifie et je dirai à Dan de vous dire, d'accord? Ok. Merci. Donc, alors, question 23. Réponse A, B, C, E.
A, B, C, E. Donc, le nerf optique est formé des axones qui émergent de la rétine. C'est vrai. Le corps ciliaire appartient à l'UV. C'est vrai. Les photorécepteurs se situent sur la cornée. Non, attendez, je dis n'importe quoi là. A, B, D, A, B, D, E. Les photorécepteurs se situent où? Ils sont sur la rétine, pas sur la cornée. Les bâtonnets sont responsables de la vision nocturne, c'est vrai. Et le lobe temporal est impliqué dans la reconnaissance de la rétine. C'est vrai. Tout ça, c'est du cours. Mais la A, elle est hors concours, je crois. Le nerf optique qui émerge des axones. On n'a pas La vu E les aussi, à leur concours. La A et la E elles sont en concours. On les a pas, nous. Bon, d'accord. Bon, la A, c'est hors concours ou pas, c'est vrai. Hein. Bah, on peut pas le savoir. Bah, ok, bon, c'est pas grave. Bah, mettez-vous le point. Question 24. ABCE. Donc là, A, un œil émétrope a une proximité de punctum-remontum qui est nulle, c'est vrai. R est égal à 0. L'accommodation concerne le dioptre cristallin antérieur, c'est vrai. Il faut faire gaffe, il y a des pièges sur ça. Et lors de l'accommodation, le muscle ciliaire est contracté et les fibres annulaires sont relâchées, c'est vrai. Il faut faire gaffe aussi à ça. Lors de l'accommodation, des fois, ils aiment bien inverser, mettre que le muscle ciliaire il est relâché et que les fibres annulaires sont contractées. Donc, si R est égal à -4, alors le punctum remontum se trouve à 20 cm en avant de l'œil. Donc, alors, il est bien en avant de l'œil, c'est l'exemple du cours, mais ce n'est pas à 20 cm, c'est à 25 cm. Il faut faire le calcul. Donc, ça, c'est l'exemple du cours. Hein. J'ai pris l'exemple du cours. Et si le R est inférieur, et si le R est égal à -4 et le punctum proximum est à 10 cm en avant de l'œil, alors l'amplitude d'accommodation est de 6 dioptries. C'est vrai aussi. Il aime bien faire des calculs, monsieur Taïeb. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi la E? Alors, j'ai pas fait la correction de la E. Enfin, j'ai pas écrit le calcul. Si vous voulez, je vous l'envoie aussi en photo. Je fais le calcul et je vous l'envoie en photo. C'est bon? Ok. Je vais la noter et je vous l'envoie en photo. Question 25. Parmi les propositions suivantes concernant les ondes électromagnétiques, laquelle ou laquelle sont exactes? Donc, la question 25, les réponses étaient CE. La vitesse de propagation d'une onde électromagnétique dans le milieu est proportionnelle à l'indice de réfraction de ce milieu. C'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est inversement proportionnel. Oui, très bien. Pourquoi? C'est dans la formule. C'est la formule. Mais quand ils disent la vitesse de propagation, c'est V ou le C? Oui. C'est V. C'est V. Mais du coup, c'est proportionnel. Non, le N, il est en bas dans la formule. Sur N. C'est pas N est égal à V sur C et du coup V est égal à N fois C? Non, N égale à C sur V. Ah, ok. Merci. Alors, les rayons micro font partie des rayonnements non ionisants. Donc ça, c'est du cours aussi. La fréquence des rayons micro-ondes est inférieure à celle des rayons UV. C'est vrai. L'énergie d'un rayonnement électromagnétique IR est inférieure à celle d'un rayonnement gamma. Et les rayons gamma prennent source au niveau du noyau de l'atome. C'est vrai. Tout ça, c'est du cours. Il n'y a pas de piège, c'est du cours. Et là, il faut faire attention à la formule. C'est bien l'indice de réfraction qui est en bas. Il est inversement proportionnel. Ensuite, question 26. Les réponses étaient B, C, D, E. Alors, B, C, D, E. La A, ce qui est faux. Donc, en fait, lors de la relaxation, l'aimantation transversale MXY croît suivant une loi exponentielle jusqu'à la valeur M0. Tout ça, c'est vrai. Avec une constante de temps T1. C'est pas T2. L'aimantation transversale, c'est en T1. Donc, on fait gaffe, on lit tout jusqu'au dernier mot. C'est bien T1, là. Transversale, c'est pas T2? Non, c'est T1. Une séquence d'écho de spin avec un temps d'écho TE court et un temps TR court
permet de privilégier le signal en T1, c'est vrai. Et quand c'est TE long et TR long, c'est bien un signal en T2. La séquence écho de spin permet de compenser l'effet d'hétérogénéité du champ magnétique principal, c'est vrai. Dans le cas du codage en phase, l'expérience est réalisée autant de fois qu'il y a de lignes dans l'image à coder, c'est vrai. Et les séquences d'inversion-récupération permettent de mesurer le T1, c'est aussi vrai. La En- C, c'est vrai? La séquence écho de spin permet de compenser. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas dit que ça ne compensait pas entièrement? C'est les Non. codes gradients qui ne compensent pas. Voilà, c'est l'écho de gradient. Il faut faire attention, il y a l'écho de spin, ça compense, et l'écho de gradient, ça ne compense pas. Juste par rapport à la question 26A, le problème c'était juste T2, c'était pas c'est décroît, c'est tout. Si, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est T2 Le sinon. transversal, c'est T2, mais c'est vrai que ça décroît. Parce que c'est Ah, longitudinal. pardon. Ouais, je me suis complètement inversée là. Ok, nickel, merci. Donc, transversal, c'est bien décroît, je vais vous l'écrire. Voilà. Décroît. Et c'est bien T2, et longitudinal, c'est T1. Nickel, merci. Question 27. Réponse ACE. Donc alors, dans un tube de rayon Rx, les rayonnements X sont produits par rayonnement de freinage et émission de photons de fluorescence. Donc ça, c'est vrai. Il a fait le cours récemment, non? Ouais. L'énergie maximale des rayons X diminue avec la tension du tube, c'est vrai. C'est faux, pas du tout. N'importe quoi. Elle augmente avec la tension du tube, l'énergie maximale. L'utilisation d'une épaisseur de matériau homogène de 3 CDA permet de diminuer l'intensité d'un faisceau de photons d'un facteur 8. Est-ce que vous avez compris ça? En fait, la formule, quand on nous dit l'utilisation d'un épaisseur de matériau homogène de 3 CDA, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est 2 puissance n. Le n correspond au CDA. Donc, on va mettre 2 puissance 3. Et 2 puissance 3, ça fait 8. Donc, c'est bien facteur 8. La probabilité d'interaction d'un faisceau de photons par effet photoélectrique est prédominante à énergie élevée. Donc, elle est prédominante à basse énergie avec une énergie inférieure à 40 keV. Et enfin, quand un photon incident perd en énergie maximale par effet Compton, il est rétrodiffusé et sa longueur d'onde se rallonge de 0,0048 nanomètres. C'est bien vrai. Réponse était A, C et E. Moi, j'ai une question juste. C'est quand est-ce que c'est que la longueur d'onde, elle fait 0,024 nanomètres? Ben là, c'est quand c'est égal à 0, là, on est d'accord ou pas? Ouais, la E, elle est juste la C'est même pas question. quand il est... Oui, la E, elle est juste. C'est pas quand il est tangent Ouais, je ou me souviens. perpendiculaire? Je sais plus. Je regarderai parce que je me souviens plus. Du coup. Attends, je vais regarder. Non, mais c'est bon, t'en fais pas, je regarderai, merci, t'inquiète. Bon, sinon, je te dis tout à l'heure. Ouais, merci. Question 28 CD. Donc, lesquels sont isobariques et lesquels ne sont pas isobariques? Vous avez eu le temps de le faire, le cours? Ouais, c'est bêta- et bêta plus qui sont isobariques et alpha, il n'est pas isobarique. Très bien. Donc, la A était fausse. La B, c'est quoi la définition de la période? C'est le temps C'est la nécessaire moitié. de monter. Voilà, c'est la moitié et pas la totalité des noyaux instables. La C était vraie. Lors de la désintégration radioactive bêta-, un neutron se transforme en un proton. C'est vrai. Lors de la désintégration radioactive bêta-, on peut observer en plus un spectre continu, d'un spectre continu, un pic gamma. C'est vrai. Et pour le spectre de désintégration bêta+, c'est aussi le spectre du bêta+, plus le pic gamma. Et ce n'est pas qu'un seul pic. Mais pour bêta-, il n'y a pas de spectre continu, non? Si, Dans le cours, il parlait de bêta+, le spectre continu. Oui, mais pour bêta- aussi, c'est un spectre continu. Ok.
Ouais, ils le disent dans l'exemple où il y a écrit, l'exemple il n'est pas à prendre, mais il y a écrit que c'est un spectre continu plus un pic en rouge. Ouais. Ensuite, Merci. question 29, AC. Alors, la désintégration radioactive β+ concerne des atomes avec un excédent relatif de protons, c'est vrai. Au cours d'une désintégration radioactive β+, l'énergie maximale du spectre β est identique avec ou sans rayonnement gamma libéré au cours de la désintégration. Donc ça, c'est faux. En présence du rayonnement gamma, l'énergie maximale donne un pic, ou qui est appelée énergie maximale, qui augmente. Il faut voir la figure du cours. Il y a une figure dans le cours qui vous le montre qu'en présence du rayonnement gamma, l'énergie maximale donne un pic. Donc, il n'est pas identique en fonction s'il y a le rayonnement gamma ou pas. La désintégration radioactive β+ est une transformation isobarique. Donc, c'est vrai, on l'a dit en haut. L'annihilation est un processus compétitif de la désintégration radioactive β+. Donc, c'est faux. C'est un mécanisme de compétition pour la désintégration β+. Et la capture électronique qui permet d'engendrer l'émission des photons X. En fait, l'annihilation est un processus compétitif. Vous aurez mis vrai ou faux à vous, ça? Non, faux, moi j'aurais mis. Pour moi aussi. Ouais, parce que ça rentre en compétition un peu. C'est pas compétitif, c'est l'autre, là, électronique. Ouais, c'est la capture électronique qui est Ah, mais compétitive. ça va ensemble. C'est faux, c'est faux. C'est quoi l'humeur? Le prof en cours, il a dit que c'était pas compétitif, c'était juste les deux qui étaient compétitifs. C'était bêta avec capture électronique. Ouais. Au cours d'une désintégration radioactive β+, l'énergie disponible est égale à la différence des masses des atomes père et fils moins 1,0022 MeV. Alors, c'est quoi qu'il faut là? Il manque le C carré. Ouais. Faut faire gaffe, ça tombe tout le temps, ça. Il adore enlever un truc et pas tout mettre. La question 30, vous avez réussi à la faire ou pas? Pas trop, ouais. Au hasard. Ouais, Ouais, au au hasard, hasard. en même temps. Est-ce que c'est A, B, C, D? Non, c'est ABCDE. A, B, C, D, E? C'est tout juste. Ça tombe tout le temps en analyse. Il adore faire ce genre de En fait, on l'a vu hier, quoi. d'item. Ben, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je comprends que vous n'ayez pas tout forcément vu. Mais Pourquoi c'est vrai la E? il le dit dans le cours. Moi, j'ai mis ABCD aussi, parce que la E, je le voyais pas dans le cours. J'ai pas vu cette partie. Enfin, le cours. J'ai pas vu qu'il y avait la E. Bon, alors, peut-être qu'il n'a pas fait cette année. Ouais, non, il n'y a pas, je crois. Hein. Non, ouais. Je vous la mets entre parenthèses. C'est quoi ça? Ok. Ok. Merci. Donc, je vais voir pour les questions, pour celle-là, pour le C-Job-Tree. Je vais l'envoyer. Et pour l'aréobase, pour voir si c'est une longue durée ou quelle que soit la durée de la stimulation. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à m'envoyer un message. Je vous mets mon numéro là. Est-ce que juste tu pourras envoyer le calcul pour la E de la. Je sais plus quelle Oui, question. pour le C-Job-Tree. Ouais, Je vous l'envoie. Ne vous inquiétez pas. merci. Et là, il y a mon numéro. Si jamais vous avez encore des questions, vous m'envoyez un message. Top. Voilà. Merci. J'espère que vous avez eu des bonnes notes. Et puis, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.